Si on a moqué la télé-réalité en 2012 pour voir des gens s'insulter d'avoir trompé l'un ou l'autre, aujourd'hui nous explorons le même phénomène dans la politique à se traiter de raciste ou de fasciste. Il est de bon ton alors de parler du père du fascisme, Mussolini. C'est un dictateur à la poigne de fer qui a gouverné l'Italie pendant plus de 20 ans. Pendant cette période, il a plongé son pays dans le désastre en s'alliant avec Adolf Hitler et en s'attirant les foudres du monde et de son propre peuple. Pitié, YouTube ne me censurait pas pour avoir dit le nom du H. En fin de compte, ses propres citoyens ont exprimé leur verdict impitoyable à l'égard de celui qui se faisait appeler Il Duce. Cette semaine donc, on va retracer la vie et la mort de Benito Mussolini. Benito Almicar Andrea Mussolini naît le 29 juillet 1883 dans un petit village près de la ville de Predapio dans la province de Forlì-Cesena au nord de l'Italie. Son père, Alessandro, est un forgeron athée très impliqué dans la politique socialiste, tandis que sa mère, Rosa, est une institutrice catholique dévouée. En raison des croyances divergentes de ses parents, le jeune Mussolini a été élevé dans la foi en Karl Marx et en le pape. Sa mère l'emmène à la messe plusieurs fois par semaine, tandis que son père le traîne au pub pour qu'il s'instruise auprès de ses amis socialistes. Dès le début, Benito s'est révélé être un enfant agressif et rebelle. Plus tard, il se souviendra. J'étais pas un bon garçon, j'étais, je crois, indiscipliné. À l'âge de 8 ans, Mussolini passe de longues heures à aider son père dans le fourneau. C'est là qu'il écoute les idées socialistes d'Alessandro, qui façonneront sa future philosophie. Mais le cœur de l'enfant est tourné vers sa mère. Il craignait de lui déplaire, mais ça n'a pas freiné ses tendances à l'excentricité. À l'âge de 9 ans, Rosa est tellement exaspérée par Benito qu'elle l'envoie dans une école dirigée par des moines catholiques afin de lui inculquer la discipline dont il a tant besoin. Mais Benito, qui se montrait provocateur, s'irritait de cette discipline stricte et son comportement s'est encore aggravé. Il s'est battu à plusieurs reprises et a finalement été expulsé après s'être attaqué à l'un des moines. Rosa envoie alors son fils rebelle dans une école moins stricte, plus proche de chez elle. Ça n'améliore en rien son comportement et peu de temps après, il est à nouveau renvoyé, cette fois-ci pour avoir menacé un autre élève avec un couteau. Sa mère, exaspérée, réussit à trouver une troisième école, où il réussit à terminer sa scolarité. À l'âge de 17 ans, Benito a terminé ses 10 années de scolarité obligatoire. Ses principales réalisations durant cette période ne sont pas vraiment académiques. Il a plutôt appris à jouer du trombone et à parler en public. Cependant, en dépit de ses piètres résultats scolaires, il obtient en 1901 le diplôme d'instituteur. Mais il découvre rapidement que l'enseignement ne lui convient pas. Il est bien plus intéressé par les deux passions qu'il a héritées de son père, le socialisme et la prostitution. À 18 ans, Benito est un homme fort et beau, doté d'une forte personnalité et d'un certain charisme. Il attire facilement l'attention des jeunes femmes, souvent les épouses d'autres hommes. Cela l'amenait souvent à se battre à coups de poing avec les maris de ses femmes. Moins d'un an plus tard, Mussolini a perdu son poste d'enseignant à la suite d'une violente dispute. Sans argent et avec très peu de perspectives, il s'installe en Suisse. Pour subvenir à ses besoins, il enchaîne les emplois manuels. En peu de temps, il se lie à un groupe de marxistes. Il a également adhéré à un syndicat et a commencé à assister à des rassemblements politiques rivaux où il chahutait l'orateur et déclenchait des bagarres avec les personnes présentes dans la foule. En raison de ces agitations politiques, Benito est arrêté et expulsé vers l'Italie à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, il retourne en Suisse, plus déterminé que jamais à continuer à remuer la marmite politique. Mussolini a du mal à joindre les deux bouts en Suisse. Un jour, il aborde deux femmes âgées dans la rue et leur vole de la nourriture. Dans son autobiographie de 1928, il raconte que si les femmes s'étaient débattues, il les aurait étranglées. En 1904, il retourne en Italie et s'engage dans l'armée italienne. Il effectue ses 18 mois de service obligatoire. 10 mois après le début de son service militaire, Rosa, la mère bien-aimée de Mussolini, meurt. Benito, désemparé, dira plus tard qu'il s'agit du plus grand chagrin de sa vie. Il est libéré de l'armée en septembre 1906. Il n'a manifestement pas appris la discipline pendant qu'il était au service de son pays car sa vie ne tourne plus qu'autour de l'alcool, des femmes et des bagarres. Il réussit à retrouver un emploi cependant, un emploi d'enseignant grâce à une succession de contrats temporaires. Au cours de cette période précédant la Première Guerre mondiale,
La moralité de Mussolini se détériore tandis que son ardeur socialiste s'accroît. Il écrit et édite plusieurs journaux socialistes qui s'élèvent contre le gouvernement, le système démocratique, les classes moyennes et surtout l'Église. Dans un pamphlet intitulé Dieu n'existe pas, il écrit que les prêtres sont des microbes noirs qui sont aussi fatals à l'humanité que les germes de la tuberculose. Lorsque l'Italie entre en guerre contre la Libye en 1911, Mussolini prend la tête des critiques internes contre les actions du gouvernement par le biais de ses écrits dans les journaux. Son opposition franche lui vaut d'être arrêté et emprisonné pendant 5 mois. Cependant, son opposition publique au gouvernement, qui fait trembler les poings, a également attiré l'attention des principaux dirigeants socialistes du pays, qui l'observent avec admiration. Le jeune Benito Mussolini est considéré par eux comme une étoile montante de la gauche. En décembre 1912, peu après sa sortie de prison, Benito est nommé rédacteur en chef du journal national socialiste du pays, Avanti. Pour souligner un détail, national-socialiste, la contraction de ces deux mots, c'est ce qui a servi à désigner le terme nazi. Voilà, c'est juste pour le préciser. Donc c'était un choix naturel et en l'espace de 6 mois, son style journalistique incendiaire a permis de multiplier par 5 le nombre de lecteurs du journal. Il dispose désormais d'une tribune nationale pour exprimer ses opinions. Lorsque la guerre éclate en 1914, Mussolini est fermement décidé à ne pas intervenir. Il considère la guerre comme antisocialiste, car elle oppose les classes ouvrières d'une nation à celles d'une autre. Quelques mois plus tard, il a changé d'avis. Il voyait désormais la guerre comme une opportunité de révolution. Il utilise désormais sa voix dans les pages de l'Avanti pour appeler les jeunes hommes d'Italie à s'engager dans l'armée. Le volte-face de Mussolini sur la situation de guerre le met en porte-à-faux avec les dirigeants socialistes plus modérés et entraîne son expulsion du parti et la perte de son poste de rédacteur en chef du journal. Par défi, il lance son propre journal, Il Popolo Italia, ou Le Peuple d'Italie. Ce journal paraît sans interruption de novembre 1914 jusqu'à l'éviction de Mussolini 29 ans plus tard. Dans son premier éditorial, il proclame la célèbre phrase Seul le sang fait tourner les roues de l'histoire. À la même époque, Mussolini fonde son premier parti politique, les Faisceaux d'Action Révolutionnaire Interventionniste. Ce parti sera bientôt connu sous le nom de Parti fasciste. Et oui, alors on ignorait peut-être que fasciste venait de faisceau. Les principales puissances alliées, la Grande-Bretagne et la France, soutiennent Mussolini, voyant en lui la clé d'une plus grande participation de l'Italie à l'effort de guerre. Elles ont apporté au nouveau parti le soutien financier dont il avait besoin. Les services secrets britanniques ont même versé à Mussolini un salaire de 100 livres sterling par semaine. En juillet 1915, l'Italie a signé le traité de Londres, s'engageant à se battre aux côtés des Alliés contre l'Allemagne. Mais la guerre italienne devient rapidement un fiasco. Elle est minée par des officiers mal formés et inexpérimentés et par des conscrits belliqueux et réticents. L'Italie, en fait, s'est enlisée dans une bataille d'usure contre l'Autriche-Hongrie. À la fin de la guerre, plus de 650 000 Italiens sont morts, un demi-million sont portés disparus et près d'1 million encore ont été blessés. Mussolini lui-même rejoint l'armée en septembre 1915. Il atteint le grade de caporal et est acclamé pour sa bravoure et son dévouement à ses hommes. Le 22 juillet 1917, il se trouve alors dans une tranchée lorsque la grenade d'un de ses camarades explose. Il est grièvement blessé et doit subir de nombreuses opérations au cours du mois suivant avant d'être renvoyé chez lui pour récupérer. Le message de Mussolini est passé du socialisme et de la détresse des travailleurs au patriotisme et à la cause de l'ultranationalisme. Lors des négociations d'après-guerre à Paris, l'Italie est traitée avec dédain par les grandes puissances. Les territoires qui lui avaient été promis lors du traité de Londres de 1915 ne lui sont pas remis. Le Premier ministre italien Vittorio Orlando quitte la conférence complètement dégoûté. Orlando subit de plein fouet le mécontentement de l'opinion publique et est rapidement démis de ses fonctions. Lors des élections suivantes, le parti fasciste de Mussolini ne remporte aucun siège. Ses rivaux politiques s'en moquent et organisent un simulacre de funérailles pour le parti. Ses principaux adversaires sont les socialistes, qui ont remporté un tiers des sièges au Parlement et auxquels Mussolini s'oppose désormais fermement.
Au cours des 3 années suivantes, la situation politique en Italie est extrêmement instable, avec 4 premiers ministres et des gouvernements de coalition. Aucun d'entre eux, en fait, n'est en mesure d'exercer un réel pouvoir. Le pays est en état de quasi-anarchie. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? L'inflation est galopante et le chômage pousse la population au désespoir. Les fascistes de Mussolini, vêtus de leurs intimidantes chemises noires, parcouraient les rues, recherchant et frappant les socialistes, les communistes et tous ceux qui ne leur plaisaient pas. La police, qui avait de la sympathie pour les fascistes, se tenait généralement à l'écart et laissait les hommes de Mussolini s'en tirer à bon compte. Le 15 mai 1921, des élections nationales sont organisées. Cette fois, les fascistes rejoignent une coalition de partis de droite, le Bloc national, et obtiennent 35 sièges sur les 535 que compte la Chambre des députés. Mussolini lui-même obtient un siège à la Chambre des députés. Il est désormais un membre officiel du gouvernement italien. Conscient de la nécessité d'élargir sa base, Mussolini fait volte-face sur certains de ses principes fondamentaux. Il devient à la fois pro-monarchie et pro-Église. Mais sa haine du socialisme est restée intacte. Mussolini rebaptise le parti, qu'il appelle désormais Parti national fasciste. Sa réputation commence à grandir et il est connu comme un homme capable de gouverner d'une main ferme et de rétablir l'ordre au milieu du chaos dans lequel l'Italie est tombée. L'opinion publique commence à lui être favorable. Cette popularité est renforcée lorsque les chemises noires de Mussolini brisent une grève soutenue par les socialistes en octobre 1922. Lors d'un rassemblement organisé peu après, Mussolini déclara dans un discours que soit le gouvernement lui céderait le pouvoir, soit il s'en emparerait lui-même. Il ne s'agissait pas d'une simple fanfaronnade. Le gouvernement ne donnant aucun signe de capitulation, Mussolini décide d'organiser un coup d'État en marchant sur Rome. Ses forces ne font pas le poids face à l'armée italienne. Mais le Premier ministre, Luigi Facta, propose tout de même à Mussolini un poste au sein de son gouvernement afin d'éviter tout conflit. L'offre est rejetée sans ménagement et les fascistes marchent sur la capitale. Le Premier ministre, paniqué, demande au roi de lui permettre d'utiliser l'armée pour réprimer la rébellion. Le roi accepte, mais il change rapidement d'avis, craignant qu'une guerre civile n'éclate. Le Premier ministre, furieux, finit par démissionner de son poste. Les 20 000 fascistes qui marchent sur la capitale s'arrêtent à 30 kilomètres au nord de la ville. La moitié d'entre eux s'arrêtent et rentrent chez eux. Les autres poursuivent leur chemin, Mussolini lui-même les rejoignant à divers endroits pour se faire photographier en tête de file. Mais sous une pluie battante, il se contente de laisser à d'autres le soin de marcher et prend un train express pour Rome. Le roi, qui admire secrètement Mussolini, tente alors de l'apaiser en lui offrant un rôle gouvernemental. Mais Mussolini ne veut rien d'autre que le poste de Premier ministre. Et alors le roi finit par lui offrir ce poste. À 39 ans, Mussolini est devenu Premier ministre, non pas par une révolution violente, mais par la menace, la fanfaronnade et des exigences sans équivoque. Au lendemain de sa victoire, des fascistes exaltés parcourent les rues à la recherche de socialistes découragés qu'ils pourraient terroriser. Mussolini est désormais à la fois Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, mais son gouvernement est largement majoritaire à la Chambre des députés. Il est donc contraint de travailler dans les limites de la démocratie, ce qui le laisse à la merci de la coalition majoritaire. Une situation que l'autocrate assoiffé de pouvoir n'allait pas tolérer longtemps. 8 semaines après son entrée en fonction, Mussolini forme le Grand Conseil fasciste. Le Grand Conseil sert en fait d'intermédiaire entre les fascistes et la Chambre des députés. Composé de personnes nommées par lui et triées sur le volet, il est en fait le porte-parole de Mussolini, ce qui réduit le pouvoir d'action du Parlement. En 1923, le Grand Conseil a adopté une loi qui truquait le système électoral afin de garantir que les fascistes obtiennent une majorité importante lors des prochaines élections. Lors des élections du mois d'avril suivant, les fascistes remportent 374 des 535 sièges. Cette nouvelle loi les a certainement aidés à obtenir cette majorité de 70%. Mais la présence vigilante des chemises noires de Mussolini, qui ont contraint le public à voter pour les fascistes, a également joué un rôle. En outre, les réunions des partis d'opposition sont interrompues et les candidats battus. À la suite de cette victoire électorale écrasante, le dirigeant socialiste Giacomo Matteotti dénonce ouvertement les fascistes et leur chef. 11 jours plus tard, Matteotti est assassiné. Cet événement a donné lieu à des manifestations nationales contre Mussolini et son groupe de voyous, et de nombreuses personnes ont demandé au roi de déposer le Premier ministre. Pour sa part, Mussolini plaide l'innocence.
et se montre choqué et révolté par le meurtre. Il fait de son mieux pour se distancier du crime. Néanmoins, les hommes politiques de tous les partis réagissent en se retirant du Parlement pour tenter de forcer l'éjection de Mussolini. Mais le roi refuse de se débarrasser de lui. Lors du vote de confiance du 3 janvier 1925, peu d'opposants au Premier ministre se présentent. Toujours opportuniste, il profite de l'occasion pour asseoir son autorité absolue. Il déclare que seuls les fascistes peuvent assurer la stabilité du pays et qu'ils y parviendront par la dictature. Alors que la machine de propagande de Mussolini s'infiltre dans toutes les régions d'Italie, un culte de la personnalité se développe autour de lui. Les gens le considèrent comme un génie de l'action, mais avec une touche commune. Quand tout va bien, c'est grâce à Il Duce, le chef. En revanche, lorsque les choses vont mal, c'est jamais de sa faute. C'était un orateur fascinant qui utilisait les expressions faciales et les gestes pour capter et captiver son auditoire. Il ne mesurait qu'1,60 m et aimait s'habiller avec des pantalons rayés et des chemises à col papillon. Il n'était pas en bonne santé physique, souffrant d'ulcères et de maux d'estomac. Ses problèmes de santé l'ont contraint à arrêter de fumer et de boire, commençant à perdre ses cheveux à la fin de la vingtaine. Il a pris l'habitude de se raser le crâne alors. Il est également myope, mais trop vaniteux pour porter des lunettes. Mussolini a passé les 2 années suivantes à démanteler la démocratie en Italie et à établir son propre régime totalitaire. Pendant cette période, il a instillé 3 messages clés dans la conscience publique: croire, obéir et se battre. Ce message a été largement approuvé, même de nombreux anciens socialistes se sont tournés vers le fascisme. La main ferme de l'État est perçue comme la seule solution aux maux du pays. Toute forme de critique de l'État est interdite et les partis d'opposition sont dissous. Mussolini lui-même n'est responsable que devant le roi. Les espions sont omniprésents, désireux de dénoncer aux autorités toute personne ayant parlé ou agi contre l'État. Au cours des années 1920, les fascistes avaient apporté de modestes améliorations à l'économie italienne. Cependant, la dépression mondiale qui avait suivi le krach de Wall Street en octobre 1929 est venue bouleverser tout ça. Une fois de plus, le pays est plongé dans le chaos économique. Mussolini réagit en se lançant dans des invasions étrangères. Au cours des années 1930, il envoie des armées en Libye, en Éthiopie et en Espagne. L'invasion de l'Éthiopie par l'Italie débute en 1935 et débouche sur une occupation dévastatrice qui se poursuivra jusqu'en 1941, date à laquelle l'armée britannique contraint les Italiens à quitter le pays. Pendant cette période, on estime que 8% de la population éthiopienne a été mise à mort. Mussolini a ordonné l'élimination de la population masculine de villes entières. Le dirigeant de l'Éthiopie, Haïlé Sélassié, a été contraint de fuir en Angleterre, où il a adressé une pétition aux Nations Unies. Ça a rendu Mussolini furieux et l'a envoyé dans les bras d'un dictateur voisin, du nom de Adolphe H. Le 22 mai 1939, H et Mussolini signent un pacte d'acier. Cela signifie qu'ils s'engagent à s'entraider en cas de guerre. Moins de 4 mois plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Mussolini réagit de manière irrégulière à la perspective de mener une guerre européenne aux côtés des nazis. Le jour même de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, Mussolini annonce à son cabinet qu'il a décidé de ne pas remplir ses obligations découlant du pacte d'acier, au motif que l'Allemagne a signé un pacte de non-agression avec l'Union soviétique, un acte qui viole les dispositions du pacte. En réalité, Mussolini n'avait absolument pas confiance dans la capacité de son pays à faire la guerre. Malgré l'annonce faite à son cabinet, Mussolini a continué à faire semblant de soutenir le H. Cependant, en privé, il parle de rejoindre la coalition britannique et française. Finalement, le 10 juin 1940, alors que les nazis semblent assurés d'une victoire facile sur les Français, Mussolini déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à la France. Les troupes italiennes sont rapidement envoyées en France afin que Mussolini puisse participer aux retombées de la victoire. Dans le même temps, il mobilise des forces en Afrique pour attaquer les possessions britanniques dans cette région. Des forces importantes sont envoyées en Égypte, tandis que d'autres divisions se concentrent sur la Grèce. Parallèlement, Mussolini supervise les forces aériennes qui se joignent à la Luftwaffe nazie dans la bataille d'Angleterre. Sur tous les théâtres, les forces italiennes mal préparées sont repoussées ou bloquées. Ça rend le H furieux et l'oblige à envoyer des troupes allemandes pour sauver les Italiens. Au début de l'année 1942, il est évident que l'Italie mène une guerre perdue d'avance. Elle est battue à plate couture en Égypte lors de la bataille d'El Alamein.
L'invasion de l'Afrique du Nord française par les Alliés les a ensuite acculés à la défaite. L'invasion de la Sicile par les Alliés a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La défaite totale de l'Italie n'est plus qu'une question de temps. Le pays est en état d'urgence. Faute de carburant, toutes les usines ne fonctionnent pas. La nourriture est incroyablement rare, ce qui entraîne une famine généralisée. Les gens sont désespérés et furieux. Dans ce climat, une marche massive sur Rome a lieu. Une marche contre il Duce. S'inclinant devant la volonté du peuple, le roi Victor Emmanuel ordonne à Mussolini de se rendre dans son palais. C'est là qu'il l'informe qu'il le démet de ses fonctions. Des gardes entrent alors, arrêtent Mussolini et ils le placent en détention. Le nouveau Premier ministre italien, Pietro Badoglio, a l'intention de rompre l'alliance avec l'Allemagne et de signer un armistice avec les Alliés. Toutefois, pour gagner du temps, il maintient la ruse d'une alliance avec le H. Sans surprise, lorsque le H apprend que le nouveau dirigeant a signé un armistice le 3 septembre 1943, il est furieux. Il ordonne une invasion en règle de son ancien allié. Les forces nazies ont utilisé des tactiques de guerre éclair pour prendre Rome d'assaut et s'en emparer, forçant le roi et le Premier ministre à fuir la ville. Certains éléments de l'armée italienne tentent de résister, mais beaucoup d'entre eux déposent simplement les armes et se rendent. Pendant ce temps, Mussolini est détenu dans une station balnéaire transformée en prison dans les Alpes. Il sait que la situation est chaotique, mais il est surpris de voir les parachutes allemands débarquer juste devant la fenêtre d'une cellule. Les Allemands maîtrisent rapidement les gardes et pénètrent dans la cellule de Mussolini où l'un d'entre eux déclare Il Duce. Le Führer m'a envoyé pour vous libérer. Mussolini est emmené au quartier général du H en Prusse orientale. Le H admire sincèrement Mussolini et considère qu'il a eu une grande influence sur sa propre carrière, mais il est déçu de voir l'homme qu'il a devant lui. Toute la volonté de Mussolini de poursuivre la lutte fasciste l'a abandonné. Le Führer est abasourdi lorsque Mussolini lui demande s'il peut être autorisé à se retirer de la vie publique. Le H ne l'entend pas de cette oreille. Il installe Mussolini comme dirigeant fantoche de l'Italie du Nord, désormais aux mains des nazis. Pendant les 18 mois qui suivent, Mussolini joue ce rôle, celui d'un dirigeant impuissant qui règne sur un peuple qui le déteste. Pendant tout ce temps, il est entouré de nazis armés et des alliés qui approchent. Le 27 avril 1945, alors qu'il est au pied du mur, Mussolini tente de s'enfuir en Suisse. Peu avant la frontière, il est intercepté par des communistes qui le mettent en détention avec ses compagnons. Le lendemain, il décide de l'exécuter, ainsi que sa maîtresse de longue date, Clara Petacci. Au milieu de la place de la ville, pendant des heures, les citoyens milanais s'en prennent à l'homme qui les a conduits au désastre. On crache sur son corps, on le lapide, on le frappe et on le pend par les pieds. C'est là que le corps du chef, autrefois vénéré, a été soumis aux insultes de la foule. Son cadavre fut finalement jeté dans une tombe anonyme, et c'est là-bas que son corps a été retrouvé. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et pour ne pas manquer les suivantes, abonne-toi et on se dit à une prochaine.